Mesdames, Messieurs, vous regardez le Grand Journal sur For You Télévision. Au sommaire de cette édition d'information Afrique de l'Ouest, lutte contre le terrorisme. Les chefs d'armée de la CEDEAO se réunissent. Ils se sont rencontrés le 19 décembre autour d'une table. Mutualisation des forces et partage de renseignements cruciaux étaient au centre du rendez-vous qui s'est tenu en marge de la plénière des chefs d'État sur le même sujet en Guinée-Bissau. Toujours une de cette édition d'information parle à présent de Russie, Europe, hydrocarbures. Le Kremlin s'oppose au plafonnement du prix du gaz. 27 pays européens ont décidé de ce plafonnement dès qu'ils surpasseront 180 € le mégawattheure durant 3 jours consécutifs. Pour Moscou, c'est une, je cite, violation du processus de marché pour la formation des prix. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du Grand Journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de For You Media Africa. Vous nous regardez sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. For You Media Africa, nous écoutez sur la 96.3 FM For You Radio. On démarre avec l'actualité en Afrique de l'Ouest, notamment avec la lutte contre le terrorisme. Quelques semaines après la tenue de la plénière des chefs d'État sur le sujet, la question était au menu des chefs d'armée réunis de la sous-région le 16 décembre 2022, le 19 décembre 2022 en Guinée-Bissau. Échanges centraux, mutualisation des forces et partage de renseignements cruciaux étaient au centre de ce rendez-vous. Noira a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. L'Afrique de l'Ouest est devenue le leitmotiv des armées ouest-africaines. Une réunion sur cette préoccupation s'est tenue lundi 19 décembre à Bissau. Au menu des échanges centraux, la mutualisation des forces et le partage des renseignements. Car la nébuleuse qui frappe depuis une décennie le Sahel, du Mali, au nord du Nigeria, se déplace vers le sud, comme en témoignent les attaques dans le nord du Bénin et du Togo ces derniers mois. Les pays frontaliers ne sont plus à l'abri. Il faut stopper le soldat terrorisme. Déjà lors du dernier sommet de la CEDEAO, toutes les attentions étaient focalisées sur la lutte contre le terrorisme devenue une priorité pour les dirigeants des États ouest-africains. Après le Sahel, le terrorisme s'étend à des pays côtiers comme le Togo et le Bénin, avec une particularité, l'existence d'un cordon ombilical entre les différents groupes qui s'installent dans les pays et deux locomotives qui sont le groupe État islamique au Sahel et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. À noter que ces deux têtes de pont du djihadisme recrutent massivement au sein de la jeunesse. Au Tchad, des poursuites ont été lancées par le Premier ministre Saleh Kebzabo contre les commanditaires des manifestations du 20 octobre dernier qui s'étaient vite transformées en revendications meurtrières. Les services de l'ordre et de sécurité ont été instruits d'interroger des leaders de partis politiques d'opposition, notamment les transformateurs, la coalition Wakitama, le Parti socialiste sans frontières, les Patriotes, le Parti des démocrates pour le renouveau, le Parti Al-Takadoum, le Rassemblement pour la justice et l'égalité des Tchadiens. Alors que le gouvernement avait qualifié ces manifestations d'insurrection, il entend bien sévir. Toutefois, l'interrogation plane toujours sur qui fut le donneur d'ordre en termes de répression sanglante. Selon des sources proches de la communauté de la sous-région, cette chasse lancée par le Premier ministre de la transition Saleh Kebzabo risque de faire obstruction aux différentes enquêtes menées par la CEAC. Pour rappel, les manifestations du 20 octobre 2022 avaient laissé des centaines de morts et de blessés sur le carreau. 3 jours de deuil avaient été décrétés par le président Mahamat Idriss Déby Itno en la mémoire de ces disparus. Au Cameroun, à présent, crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. 2 terroristes ont été neutralisés, un blessé et un en fuite. Ceci à l'issue d'un échange brutal entre des éléments de la brigade Ndinicom et des combattants séparatistes ce mardi 20 décembre aux premières heures. C'est une embuscade des éléments armés qui a neutralisé ces malfaiteurs. Les forces armées ont pu rentrer en possession d'un pistolet
pistolet AK-47, un pistolet artisanal, des gris-gris et des chargeurs dans une base découverte. En août dernier, pour rappel, le président Paul Biya avait décidé du déploiement d'un détachement des forces spéciales dans les théâtres des opérations des 2e et 5e régions militaires interarmées dans le but de mieux se saisir et se débarrasser définitivement de cette crise, plus encore de renforcer les hommes armés déjà en plein dans le combat dans les différentes zones occupées. Escale à présent en Afrique du Sud où le président sud-africain Cyril Ramaphosa, bien qu'empêtré dans un scandale de corruption, est reconduit à la tête de l'ANC, le mythique parti au pouvoir depuis plusieurs années en Afrique du Sud, qui est émaillé de conflits internes. Et réunir les différentes parties prenantes constitue le premier cheval de bataille du président Ramaphosa, qui a été reconduit à la tête du parti. Kwechu a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. Contre toute attente, le président Cyril Ramaphosa a été réélu à la tête de l'ANC, le Congrès national africain. Empêtré dans un scandale de corruption, il était quelques semaines encore donné démissionnaire. L'affaire Fala Fala n'ayant pas eu raison de lui, le président s'octroie finalement un second mandat à la tête de l'ANC et part en position favorable pour les élections générales de 2024 à venir. La reconduction de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC découle d'un déchirement interne au sein du parti et de la forte cote de popularité dont jouit encore le président Ramaphosa au sein de l'opinion publique sud-africaine, malgré les soupçons qui pèsent sur lui. À l'approche du scrutin de 2024, l'ANC affiche une désunion inquiétante. Après avoir perdu sa majorité lors des élections locales de novembre 2021, l'ANC redoute le même scénario pour les élections générales de 2024. Rassembler son parti est la principale mission de Ramaphosa, le nouveau à la tête du mythique parti au pouvoir sud-africain. Pourtant, les écueils ne manquent pas. Le clan Zuma, mené par l'ancien président Jacob Zuma et sa fille Dodozile Zuma, a annoncé qu'il poursuivait Cyril Ramaphosa au pénal dans une tortueuse affaire, stratégie pour exiger de Ramaphosa qu'il respecte le principe de mise à l'écart, qui veut qu'un membre de l'ANC se retire en cas de poursuite. On reste avec vous, Kwechu, et cette fois-ci, escale en Égypte, le pays qui construira dans les prochains jours 21 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, qui s'ajoutera aux 70 usines avec une capacité de production d'1,3 million de mètres cubes par jour. À cet effet, le Fonds souverain d'Égypte est en quête de partenaires publics, privés pour la construction de ces usines qui permettront d'approvisionner les populations. Les détails sont donc à suivre dans cet élément. L'ambition est forte. L'Égypte veut produire 3,3 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour en 2025, contre 800 000 aujourd'hui. Le Fonds souverain égyptien a été mandaté par le gouvernement pour mobiliser les 3 milliards de dollars nécessaires à la construction de 21 usines. Cette première phase du plan dessalement est régulièrement annoncée à grand renfort de publicité par les autorités égyptiennes qui peinent cependant à convaincre les bailleurs. Car l'Égypte est dans une situation économique difficile, avec une monnaie dévaluée et un endettement public record. Pas de quoi cependant décourager le PDG du Fonds souverain, Ayman Soliman, qui entend appuyer les futures usines sur les énergies renouvelables. L'Égypte avait annoncé durant la COP27 de Sharm el-Sheikh son ambition de créer une filière hydrogène vert à base d'énergie solaire. Dessalination plus l'énergie verte, un cocktail aurait déjà suscité l'intérêt de 200 sociétés, selon Ayman Soliman, qui n'annonce cependant pas encore de contrat conclu. Le Caire s'inscrit pourtant dans une dynamique globale favorable au Moyen-Orient. Des pays comme le Koweït, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite dépendent déjà en majorité de leurs usines de dessalement pour leurs approvisionnements en eau. Conscient des ressources en eau limitées en Égypte, dont 80% est utilisé pour l'agriculture, le gouvernement a investi massivement, avec l'aide de fonds internationaux, dans les stations d'épuration. Celle de Globar Asfar, au nord-est du Caire, est la plus grande en Afrique et au Moyen-Orient. Chaque jour, elle retraite les eaux usées de 12 millions d'habitants, plus de la moitié de la population du Caire.
Dans un pays qui a toujours compté sur le Nil pour assurer sa subsistance, l'Égypte va devoir accélérer une gestion durable de l'eau. D'autant que sa population de 109 millions d'habitants aujourd'hui pourrait atteindre 160 millions d'ici à 2050. Parlons économie dans ce grand journal à présent et nous sommes au Ghana où la suspension provisoire du paiement de la dette extérieure en attendant les accords avec l'ensemble des créanciers sur sa restructuration a été annoncée le 19 décembre 2022. Cette suspension vise à empêcher une nouvelle détérioration de la situation économique et sociale du pays. Dans cet élément à suivre, Bala apporte plus de détails. Nous annonçons la suspension de tous les paiements du service de la dette pour certaines catégories de notre dette extérieure en attendant une restructuration, a annoncé le ministre des Finances ghanéen Ken Ofori-Atta. C'était dans un communiqué. Cette mesure vise à empêcher une nouvelle détérioration de la situation économique, financière et sociale du Ghana, a-t-il précisé. Avec une inflation historique de plus de 50%, l'effondrement du cours de la monnaie locale de 50%, des prix à la pompe qui ont doublé et une dette dont le remboursement avale la moitié des revenus de l'État, le Ghana est aux prises avec une grave crise économique, sa pire depuis des décennies. Nos ressources financières, y compris les réserves internationales de la Banque du Ghana, sont limitées et doivent être préservées à ce moment critique, a souligné le ministre des Finances pour expliquer ses décisions. Cette suspension est une mesure d'urgence provisoire dans l'attente d'accords futurs avec tous les créanciers concernés, a-t-il ajouté dans le communiqué. Elle concerne une grande partie de la dette extérieure, les eurobonds, les prêts commerciaux à terme et la plupart des dettes libérales du pays. Sont exclus de cette suspension le paiement de la dette multilatérale et de nouvelles dettes contractées il y a quelques années encore. Le Ghana a été cité en exemple en Afrique pour ses taux de croissance élevés, sa production pétrolière en hausse et un très fort intérêt des investisseurs. Mais à l'instar d'une grande partie des pays du continent africain, le Ghana a eu du mal à se relever du ralentissement provoqué par la pandémie de Covid-19, avant d'être brusquement touché par les retombées économiques de la guerre en Ukraine. C'est pour éviter un défaut de paiement que le président Nana Akufo-Addo s'est tourné vers le FMI, qui lui avait autrefois promis à un Ghana sans aide. Et il faut dire qu'à mesure que le pays s'enfonce dans la crise, les investisseurs se détournent de lui. Ainsi, le gouvernement a signé la semaine dernière un accord de renflouement de 3 milliards de dollars avec le FMI dans le but de consolider les finances publiques. Cet accord justement prévoit notamment une restructuration de la dette. Nombre de Ghanéens craignent, avec cet accord, le gouvernement ne soit forcé d'imposer de nouvelles mesures d'austérité qui accablerait même un peu plus la population. Après les Émirats arabes unis, c'est au tour cette fois-ci du Cameroun de recevoir la conférence des membres de l'Organisation mondiale du commerce. La nouvelle est tombée après plusieurs négociations au sein même de cette organisation. Une conférence qui avait été repoussée pour cause Covid-19. Le Cameroun, pour lui, il sera question de s'impliquer un peu plus dans les questions économiques en recevant cette grande conférence. Comment habiter pour les détails? Elle se tiendra définitivement au Cameroun après celle des Émirats arabes unis en 2024. La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce a confirmé lundi les pays membres de l'organisation. Le Cameroun et les Émirats arabes unis avaient présenté respectivement leur candidature pour accueillir cette prochaine conférence ministérielle qui constitue l'organe des décisions suprêmes de l'organisation et se réunit habituellement une fois tous les 2 ans. L'Organisation mondiale du commerce est la seule organisation mondiale à vocation qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. La précédente réunion
avait été repoussé pendant la présence effective du coronavirus et s'était ainsi tenu à Genève, la capitale suisse, en juin dernier. 5 jours d'intenses négociations, les ministres avaient réussi à s'accorder sur un paquet de mesures allant de la suppression de subventions à la pêche, la levée temporaire des brevets sur le vaccin anti-Covid, mais aussi l'insécurité alimentaire, un résultat jugé sans précédent par la Direction générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Pour l'heure, aucune nouvelle date butoir n'a été fixée sur la décision de la levée ou non des brevets sur les traitements et outils de dépistage. Et parlons à présent écologie dans ce journal. Après 4 ans de discussion, plus de 190 États se sont engagés le 19 décembre dernier à Montréal, au Canada, à prendre des mesures urgentes pour arrêter et inverser la perte de la biodiversité d'ici la fin de la prochaine décennie. Hassan Zili a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. Plus de 190 États ont finalement trouvé lundi 19 décembre au Canada un accord historique pour éviter l'effondrement du vivant. Organisée du 5 au 18 décembre à Montréal, la conférence des parties à la Convention de la biodiversité biologique, encore appelée COP15, a donné lieu à une déclaration finale composée de 25 objectifs devant permettre d'arrêter et inverser le déclin de la biodiversité. Appelé cadre mondial Kunming-Montréal, le texte énonce les actions que les pays doivent entreprendre d'ici 2030. Parmi les points essentiels, la protection de 30% des aires terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines. Un compromis a été trouvé pour fournir de l'argent aux pays les moins nantis pour les aider à protéger la biodiversité. La réduction de moitié du risque lié aux pesticides et aux produits chimiques dangereux est aussi l'un des points essentiels du texte qui évoque aussi la reconnaissance des peuples autochtones, dont leur rôle et contribution comme gardiens de la biodiversité. Le texte appelle ainsi à une utilisation durable des espèces en respectant et en protégeant les pratiques traditionnelles des nations autochtones et des communautés locales. Initialement prévu en 2020 dans la ville chinoise de Kunming, reporté à de multiples reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et finalement déplacé au Canada, la COP15 était présentée comme la coupe de la décennie. Et je vous l'annonçais en titre, 26 pays européens ont décidé du plafonnement dès qu'ils surpasseront 180 € de mégawattheure durant 3 jours consécutifs, j'y arrive, des prix du gaz russe pour Moscou. C'est une, je cite, violation du processus de marché pour la formation des prix. Noira revient sur cette actualité dans cet élément. Inacceptable, cette idée de plafonnement du prix de gros du gaz, approuvée par les ministres de l'énergie des États membres de l'UE réunis à Bruxelles. La Russie ne livrera plus de pétrole et de gaz aux pays qui plafonneraient les hydrocarbures vendus par Moscou. Pour le président russe, c'est une violation du processus de marché pour la formation des prix. Les ministres européens de l'énergie sont convenus d'un plafonnement des prix du gaz. Selon un document, le plafonnement sera déclenché sur les prix des contrats mensuels sur le marché gazier de référence. TTF dépasse 180 € par mégawattheure pendant 3 jours consécutifs. Ce niveau est assez nettement inférieur au seuil de 275 € initialement proposé par la Commission européenne. Selon le document, ce plafonnement du prix du gaz, destiné à lutter contre la flambée des prix de l'énergie, qui faisait l'objet d'âpres tractations depuis des semaines, s'appliquera à partir du 15 février 2023 et ne concernera pas, dans un premier temps, les achats de gré à gré. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube. Vous nous écoutiez également sur la 96.3 FM For You Radio. Les programmes et l'information se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Konsamba.